Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et comme chaque lundi, c'est un plaisir d'ouvrir cette semaine avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet, coprésident du G500, l'ONG citoyenne. Bonsoir Aurélie. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Comment ça va ? Vous venez de me déposer un document tout chaud, je crois, Stéphane. Et oui, c'est le rapport final que mercredi, le comité de liaison du G500 adoptera, on l'espère. Bien sûr, on y retrouve les fameuses 40 résolutions qui ont été adoptées et qui continuent à faire le tour de France à Marseille, dans une belle édition du sommet citoyen. Et puis, on y parlera des prochaines échéances, l'échéance européenne, mois de mars, vous vous souvenez, avec un sommet dans le cadre de la présidence belge de la communauté européenne, donc en fin mars, je crois. Et puis, le prochain sommet citoyen, mais ça, c'est pour l'automne prochain. Voilà, et on dit pas où, on ne sait, on dit rien, c'est une surprise bien sûr, mais attendez, c'est ça. Hein. Allez, au sommaire de cette émission, pour rester à plus de 1,5 degré au maximum, le GIEC appelle ici, d'ici 2050, à cesser tout usage du charbon et réduire de respectivement 60 et 70% ceux du pétrole et du gaz. Les scientifiques et les agences publiques travaillent à élaborer donc des plans pour atteindre cette neutralité carbone d'ici 2050 à l'échelle nationale, européenne et mondiale. Ces plans nécessitent des changements significatifs dans la production, la consommation et la manière la plus générale, les comportements. Louis-Marie Blanchard sera avec nous de l'association Les Décarbonautes, bien sûr, et on en parlera avec lui. La participation citoyenne pour revitaliser la démocratie malgré l'abstention record aux élections. La participation citoyenne est un atout essentiel pour les collectivités confrontées à de nombreux défis. Elle donne du sens à l'action publique en impliquant les citoyens dans la conception des politiques publiques. Aujourd'hui, les politiques ne peuvent plus être élaborées sans tenir compte des attentes des citoyens et de leur expertise pratique. Au service de l'intérêt général, le citoyen n'est plus seulement un usager, mais un acteur à part entière de son territoire. Thomas Ndem de l'association Civipédia sera avec nous depuis Nantes. Et puis pour finir, notre coup de cœur, 2 ans après son ouverture, le restaurant La Belle Étincelle, qui emploie une majorité de personnes en situation de handicap, est menacé de fermeture. Pour continuer à briller, il lance donc une cagnotte en ligne pour tenter de récolter 80 000 €. Fabrice Goldstein sera avec nous de La Belle Étincelle et on en parlera avec lui. On va essayer de les aider. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Il me semble que la priorité des priorités est que les pays les plus avancés sortent des énergies fossiles. Et donc nous avons les accords de Paris qui donnent une trajectoire. La France est engagée sur cette trajectoire. Nous la respectons sur les dernières années, mais nous savons que pour la respecter, en particulier jusqu'en 2030, et c'est vrai pour beaucoup d'autres pays, pour ce qui nous concerne, il faudra multiplier par 2,5 notre niveau d'effort. Sachant que ces 5 dernières années, on l'a déjà multiplié par 2. Mais rien ne doit nous divertir de cette ambition. Et pour parler de tout ça, Louis-Marie Blanchard est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Association Décarbonautes, une très belle association avec des enjeux très importants, Stéphane Pellet. Une petite précision, ce n'était pas Monsieur Blanchard qui parlait. Non. Vous l'aviez reconnu. Non, je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de le citer. On l'avait peut-être éventuellement reconnu, mais faites bien de le dire que c'est Emmanuel Macron, notre président. Et oui, Louis-Marie Blanchard, donc, qui est là, nous avions fait sa connaissance lors du sommet citoyen, parce que figurez-vous que c'est lui qui était venu avec cette idée géniale de faire voter les résolutions par le système du jugement majoritaire. Il faut que vous vous approchiez du micro. Voilà, c'est ça, approchez-vous du micro. Et donc ce soir, on a beaucoup de plaisir à le retrouver parce qu'il est aussi à la tête d'une autre association, donc pour parler mobilisation citoyenne pour atteindre la neutralité carbone en 2050, avec donc les Décarbonautes. Alors moi j'aurais tendance à dire que vous n'avez pas choisi une tâche facile quand même de nous faire sortir de cette utilisation carbonée, on va dire, dans notre économie. Et puis pourquoi ce nom au moment où vous allez nous présenter cette association? Parce que Décarbonautes, ça fait un peu décroissance. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est pessimiste comme approche? Alors non, les décarbonautes, c'est très positif. Au contraire, c'est très positif. Je voudrais commencer par dire merci au G500 et à Sud Radio, parce que c'est vraiment très difficile pour les associations d'avoir un accès aux médias. Vous imaginez pas à quel point. Et ce que vous faites là, franchement, c'est génial. Merci beaucoup. Merci à vous surtout. C'est pour vous qu'on le fait et c'est important. Et puis là, pour moi, c'est une occasion incroyable d'imaginer qu'il y a peut-être plus d'1 million de personnes qui m'écoutent, qui sont dans leur voiture, un milliard. dans leur cuisine, en train de travailler ou autre. Et moi, je peux accéder à eux et je veux leur dire aussi qu'ils peuvent accéder à nous, c'est-à-dire en allant sur le site www.lesdécarbonautes.fr. Il y a un petit onglet qui s'appelle Embarquer. Ils peuvent remplir un petit questionnaire et réagir à ce qui va être dit dans cette émission. À la fin du questionnaire, il y a un petit endroit où ils peuvent laisser des messages et on sera très heureux de leur répondre. Ça, c'est très malin en tout cas. Oui.
Comment sont nés les décarbonautes ? Alors comment c'est né ? En fait, l'association Les Citoyennes et les Citoyens pour le renouvellement de la démocratie a réussi un exploit de créer une nouvelle forme de démocratie délibérative en expérimentant à Clermont-Ferrand et à Rennes Métropole l'assemblée de codécision. C'est une sorte de super convention citoyenne. Donc, comme une convention citoyenne, des citoyens sont tirés au sort, ils sont formés, voilà. Mais la différence, c'est que là, c'est pas seulement un avis citoyen, c'est de la co-construction avec l'ensemble des parties prenantes, donc un panel de citoyens, mais aussi les agents de la collectivité, des experts, des associations, des entreprises. Et à la fin, on co-décide avec les élus. Et c'est cette co-décision avec les élus, avec une méthode bien particulière qui s'appelle la décision au consentement, qui a fait qu'on a réussi à mettre 100% d'accord toutes les parties prenantes. Donc je dis bien 100%, c'est-à-dire les 20 élus qui étaient... Ce qui est énorme. Voilà, à chaque fois les 20 élus qui étaient dans ces dispositifs, on discutait avec les citoyens, on a levé toutes les objections. À la fin, ces élus, ils sont allés porter dans les instances légales, où notre Constitution ne permet pas d'avoir des citoyens tirés au sort aujourd'hui, ils sont allés porter dans les instances légales les propositions des panels de citoyens, et figurez-vous que 100% des propositions ont été votées. Et on avait besoin de 51% des voix. Eh ben, on a eu 95% des voix en moyenne à Clermont-Ferrand, parce qu'il y a 40 décisions structurantes pour le territoire, donc il y a eu plein de délibérations qui ne sont pas terminées. Attendez, je finis. Et à Clermont-Ferrand, 98%. Donc voilà comment ça a démarré. On s'est dit, on a trouvé un truc qui marche au niveau local. Maintenant, il faut qu'on arrive au niveau national à expérimenter, parce que c'est là que sont les vraies difficultés. Et je m'adresse aujourd'hui aux Françaises et aux Français qui sont insatisfaits ou très insatisfaits du fonctionnement de notre démocratie. Emmanuel Macron. Hein, et presque. Il y a quand même un sondage du Cevipof qui date de avant l'épisode des retraites et toute la série de 49.3, où déjà plus de 2 Français sur 3 étaient insatisfaits ou très insatisfaits. Et à ces personnes, je veux leur dire, aujourd'hui, ce soir, grâce à vous, je vais pouvoir leur proposer une solution, des choses qui ont été expérimentées. Et maintenant, pour qu'on puisse expérimenter au niveau national, on a besoin de vous. On ne pourra pas le faire sans vous. Alors, si vous avez envie que ça change, rejoignez-nous, lesdécarbonautes.fr, et on monte un financement participatif sur Hello Asso. Et ben voilà, 1 heure d'émission, c'est fini. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez expérimenté ça, non pas dans des petits villages où on pourrait dire c'est finalement quelques centaines de personnes. Là, c'est Clermont-Ferrand, c'est une grande ville. Rennes Métropole, c'est aussi une très grosse collectivité. Je crois que vous travaillez maintenant sur Lyon aussi. Mais qu'est-ce qui fait que un élu, un chef d'entreprise, par exemple, va vous faire confiance? Un citoyen, je comprends, parce qu'il manque de pouvoir. Il se dit, ça y est, je vais pouvoir décider. Mais pourquoi tous ceux qui vous reprochent, entre guillemets, hein, je fais exprès, c'est un peu provocateur, mais d'être dans une forme d'écologie un peu punitive, pourquoi ils seraient d'accord avec votre méthode? Alors, avant de répondre à cette excellente question, je vais finir de répondre à la première. Parce qu'en fait, sur la création... vous n'avez toujours pas fini de répondre. Je dois rendre hommage à tous ceux qui font ce collectif. C'est-à-dire, je vous ai dit au départ, il y avait les CRD, mais c'est que le départ. Et un collectif, c'est pas juste une asso. Donc, on a été voir Open Source Politics, qui est une entreprise formidable qui propose des solutions open source pour les collectivités. On a été voir le compte carbone. Ils nous ont dit, banco, c'est un super sujet, on y va. Et on l'a choisi parce qu'en fait, le compte carbone est une des idées qui a été votée, qui a été proposée par les citoyens et qui a été votée. Donc, ils vont expérimenter à Clermont. Et il y avait en même temps les Assises du climat, qui a été un super dispositif démocratique, mais d'une initiative de la société civile également, qui est arrivé aux mêmes conclusions. Donc, on a dit, il faut expérimenter là-dessus. On a fait venir l'ADEME au comité de pilotage en observateur. L'agence pour la défense de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Et l'ADEME nous a dit, mais si vous arrivez à faire une sorte de convention citoyenne, là, votre assemblée de codécision sur le sujet de la décarbonation avec le compte carbone, le problème, c'est que le gouvernement va vous dire, mais il y a d'autres options qui n'ont pas été étudiées, donc il faut les étudier, et donc on va repartir au calendrier grec. Donc on s'est dit, mais bien sûr, complètement, il faut qu'on étudie toutes les options. Et donc les décarbonautes proposent de travailler sur les 3 seules solutions possibles pour pouvoir décarboner de manière juste et efficace. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans quelques instants avec cette belle association. On vous invite bien entendu à aller voir sur leur site internet, ça s'appelle les Décarbonautes. On en parle dans quelques instants, tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et retour des vraies voix citoyennes avec, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h sur Sud Radio, les 2 co-présidents du G500 citoyens, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et notre première association du soir, ce sont les Décarbonautes, Stéphane. Voilà, un très joli nom qui emprunte un peu à la légende grecque, mais aussi un peu à la décroissance, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et donc, Louis-Marie Blanchard, vous avez inventé avec d'autres une
méthode, la méthode par le consensus. Et alors là, on va faire dissensus tout de suite. On va dire à Cécile qui avait plein de questions à vous poser, de tout de suite y aller. Parce que Louis-Marie, vous nous avez expliqué les choses, mais on a envie de précision. Comment ça marche ? D'abord, comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir dans quelle ville, pour l'instant, vous êtes déployés. Et si le but, c'est effectivement de garder ces villes pilotes ou alors d'aller un petit peu partout encore en France. Alors, en fait, c'est l'association des citoyennes et citoyens pour le renouvellement de la démocratie qui a créé l'outil de l'Assemblée de codécision, qui a expérimenté à Rennes Métropole et Clermont-Ferrand. Les Décarbonautes, c'est un collectif qui n'a qu'un seul objectif, c'est d'organiser au niveau national une expérimentation de cette méthode sur la question de la décarbonation. Alors, sur la question de la décarbonation, c'est quand même important. La production française d'énergie, c'est quand même une des plus décarbonées qui est grâce au nucléaire. On est d'accord ? Est-ce que ça pose pas question quand on voit qu'aujourd'hui on a l'Allemagne et la Pologne qui fonctionnent au charbon en veux-tu en voilà, et qui eux ce sont les anti-décarbonautes, mais qu'on récupère quand même leur CO2 qui est produit par leur centrale à charbon, voire même il y a pire à lignite, parce que l'Allemagne rouvre des centrales à lignite. Alors pour moi l'important c'est qu'on ait un débat démocratique exemplaire pour que les Françaises, les Français, mais aussi les entreprises, les associations, les hauts fonctionnaires et les élus, les grands élus, puissent décider ensemble de ce qu'on doit faire, nous, en France. Nous, on nous dit souvent, oui, mais la France, c'est que 2% des émissions de CO2, alors en fait, ça sert à rien. On peut que se changer nous-mêmes, et puis les autres, ils vont avoir des bons arguments, en disant, ouais, mais par habitant, nous, on est bien meilleurs que vous, etc. Donc, vraiment, faisons-nous le job. Et ensuite, des petits pas, c'est ça que vous voulez dire. On ira au niveau de l'Europe et on aura un effet mondial. Est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui l'impact de vos actions, déjà ? Alors, on n'a pas mené d'études d'impact parce que en fait, c'est encore long à mettre en œuvre. Vous savez, les projets des collectivités, ça met des années. Oui. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui ont été délibérées. On est extrêmement content des résultats. Je vous le dis, mais sur des bons gestes, par exemple, des bons gestes, de la pédagogie ou autre chose. Qu'est-ce que c'est qui fait consensus, voilà, par exemple ? Alors, je peux vous donner des exemples de ce qui est sorti à Rennes et à Clermont-Ferrand. Donc, sur Rennes Métropole, c'est une charte de la démocratie participative pour faire du renouveau démocratique local, qui est juridiquement engageante et qui donne des nouveaux droits aux citoyens. Et donc, par exemple, il y a un droit d'initiative qui est arrivé en disant si 1000 citoyens signent une pétition dans les 3 mois, à ce moment-là, ça va passer dans un dispositif où il y a d'autres citoyens qui vont choisir ce qu'on en fait, ce qu'on refait un dispositif participatif, etc. Et là, c'est la ville qui va notamment communiquer dessus pour que ce soit beaucoup plus facile d'avoir les 1000 voix. Après, il y a eu beaucoup de choses autour de l'inclusion. C'était très important pour les citoyens, le aller vers les gens pour que tout le monde puisse participer, sur le fait de jouer collectif. Et ils ont adoré évidemment la codécision et ils ont demandé qu'il y en ait le plus possible. Après, sur Clermont-Ferrand... Mais dans les décisions qui touchent la question de la décarbonation, par exemple, puisqu'on sort à peine de la COP28, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, qui serait une des mesures phares que vous avez entendues ? Alors, typiquement, à Clermont-Ferrand, ils ont choisi d'expérimenter localement le compte carbone. Donc le compte carbone, c'est une solution qui est très peu connue et qui est très intéressante. Donc nous, les décarbonautes, on dit juste, il faut choisir. En fait, on n'a que 3 grandes voies, et ça, beaucoup des experts nous ont conforté là-dessus. Il n'y a que 3 grandes voies possibles pour décarboner l'économie aujourd'hui. Je veux dire, pour piloter au niveau d'une nation la décarbonation. Ces 3 grandes voies, c'est ce qui a été tenté par la Convention climat, c'est-à-dire, première voie, réglementation et incitation. Quelles subventions on met à quel endroit ? Qu'est-ce qu'on interdit à quel endroit ? Et ensuite, il y a 2 voies qui deviennent possibles à partir du moment où on met en place une comptabilité carbone. C'est-à-dire que tous les produits et services sont étiquetés. Donc si c'est mis en place, vous allez chez votre kiné, vous achetez un pot de yaourt, vous savez combien il y a de carbone et ça vous est imputé d'une manière ou d'une autre. Et là, donc, les 2 leviers de pilotage qui apparaissent sont un pilotage par le prix. Donc ça, c'est une taxe carbone qui doit être redistributive pour être acceptable et pas refaire un effet gilet jaune. L'ADEME a beaucoup travaillé sur ces sujets, beaucoup d'économistes proposent cette voie-là. Et la deuxième voie, c'est une limitation par les volumes. Ce sont des quotas, c'est-à-dire de dire on n'a pas le droit en tant qu'individu d'utiliser plus que tant de carbone, sinon on doit en acheter à des personnes qui ne l'ont pas utilisé. Et on baisse de 6% par an, donc on est certain que ça va fonctionner. Et comme aujourd'hui, c'est quand même les plus riches qui consomment le plus de carbone, ils vont devoir racheter aux moins aisés, et donc ça va faire un transfert d'argent des plus riches vers les plus pauvres, et on va remettre de l'égalité dans l'économie. Alors moi j'ai une question, donc là vous proposez un outil, donc une assemblée de codécision, c'est quoi une assemblée de codécision ? Parce que si on veut installer ça nationalement, peut-être expliquer aux auditeurs ce qu'est la codécision. Alors, comme une convention citoyenne, il y a un panel de citoyens qui est tiré au sort, qui va être formé par des experts, qui va vraiment monter en compétences, et qui ensuite va faire des propositions. Donc là, c'est ce qu'on a vu avec la Convention citoyenne climat, par exemple. Là, la différence, c'est qu'on va
pas seulement rendre un avis citoyen, on va co-construire avec l'ensemble des parties prenantes. Un panel de collectivités, parce qu'elles vont être très impactées par la décarbonation. Elles travaillent beaucoup dessus aujourd'hui. Un panel d'entreprises, d'associations. Tout ça tiré au sort. Travailler, alors oui, et aussi travailler avec des hauts fonctionnaires, parce que sinon, il va y avoir l'étude de faisabilité de Bercy, puis après on nous dira c'est sympa vos propositions, mais on peut pas. Mais non. Donc, voilà. Donc en fait, il faut qu'on travaille avec eux. C'est ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Pour éviter voilà, qu'il y ait toutes ces frustrations, il faut qu'on travaille avec eux. Donc on co-construit avec l'ensemble. Donc ce sont des dispositifs qui sont quand même très lourds, qui prennent du temps. Mais la démocratie doit prendre ce temps-là, et en fait on est beaucoup plus efficace derrière. Voilà, donc ça c'est la première grande différence. La deuxième, c'est la codécision au consentement avec les grands décideurs. Ce qui s'est passé à la Convention citoyenne climat, c'est que les propositions ensuite, elles sont arrivées dans des commissions où c'était pas prévu qu'il y ait de l'intelligence collective, etc., où on a mis quelques-uns des citoyens, mais ça avait mal été prévu dans le dispositif, qui était génial par ailleurs, et bravo, c'est les pionniers, bravo à eux. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui n'a pas été, c'est-à-dire que les élus, que ce soit des parlementaires ou des gens du gouvernement, ils ont des objections qui sont parfaitement légitimes, peut-être même plus que certaines objections de citoyens, enfin en tout cas c'est légitime. Comme ils n'ont pas pu en parler dans le dispositif, à la fin, ils écoutent leurs objections. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'ils les mettent devant les citoyens, qu'on mette toute la clarté dessus pour se comprendre, être créatif et trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Et ça marche hyper bien. Les élus nous ont dit, c'est incroyable. D'habitude, les citoyens, ils viennent nous voir pour gueuler, et là, on a fait ensemble, et c'était hyper agréable. Et en fait, vraiment, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, les élus, c'est des grands méchants, ils font n'importe quoi ». Mais en fait, il y a des problèmes de communication. Et moi, je veux qu'on arrive à avoir cette transparence qui puisse nous dire, face à une caméra, mon objection, c'est ça. Ok, on se comprend. Et c'est ce qu'on a vécu dans les processus. On se comprend et on retrouve de la confiance. De la confiance, c'est ça que je veux apporter, moi, aujourd'hui. Mais il y a une chose qui se passe pour la décarbonation, à mon avis, et pour les problématiques énergétiques, c'est quand même le poids des lobbies qui est quand même extrêmement important. On l'a vu notamment à la dernière COP28. Est-ce que ça pose pas quand même question par rapport aux associations citoyennes que vous défendez d'ailleurs très bien Alors, la démocratie, c'est l'organisation des groupes d'intérêt, en fait. Donc, il faut que les entreprises puissent à un endroit s'exprimer dans la démocratie parce qu'elles représentent aussi des emplois, elles représentent tout un tas de choses, et c'est normal qu'elles aient une voix. Après, effectivement, il faut qu'il y ait un équilibre. Si les forces économiques ont tout le pouvoir de parce qu'elles ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, elles exercent des forces très fortes, et qu'en face, les forces de la vie, les forces citoyennes ont les difficultés qu'elles ont et qu'elles ne peuvent pas s'exprimer ou avoir les rapports très chers qui disent aux élus, bah oui, effectivement, là vous avez prouvé, puis vous nous donnez un principe. Mais bon, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Et il faut effectivement remettre de l'équilibre, et c'est ce qu'on propose. Oui. Stéphane Pellet. Moi, je trouve que ce qui est très beau là-dedans, c'est pas tant la mesure elle-même pour décarboner. En effet, il va y avoir des désaccords, mais vous avez vu comment dans le pays la violence est un peu en train de monter avec des points de vue de plus en plus radicaux. Ils sont quasiment faits pour ça. On est entre que des extrêmes maintenant, quasiment. Et là, c'est plutôt l'éloge de la nuance. Toute cette méthode, c'est ça. C'est en fait d'essayer de se comprendre, de mettre pourquoi pas dans une salle au départ des gens qui sont en complet désaccord, et à la fin d'attendre de façon à ce qu'une décision en sorte. Je trouve ça très intéressant. Ce qui change tout, c'est la transparence finalement. De tout. Alors, c'est pas que la transparence. En fait, c'est vraiment une mécanique. C'est comme une belle voiture, quoi. C'est assez complexe. Ah, allez, électrique. Ouais. Une belle voiture bien vu. électrique. Mais qui roule pas avec de l'électricité produite au charbon. Donc, il faut pas rentrer un peu dans la mécanique pour qu'on comprenne comment ça fonctionne tout ça. Faut rentrer dans la mécanique pour une voiture, c'est pas mal. Ouais. Donc, en fait, il y a des groupes de travail de parties prenantes très différentes qui vont travailler sur des propositions. Ensuite, quand on arrive en plénière, déjà, il y a eu un accord avec la décision au consentement dans ces petits groupes. C'est vidéo projeté, c'est écrit, et on demande à toute la salle, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de décision ? On y va point par point. À ce moment-là, tout le monde lève un carton. Donc il y a 100 personnes et il y a des cartons de couleur. Le jaune, c'est j'ai un truc que j'ai pas compris, j'ai besoin d'une clarification. Le bleu, c'est j'ai une proposition d'amélioration. Bon, je vais pas faire tous les cartons, voilà, c'est des techniques, il y a du blanc, il y a du rouge pour dire je suis pas d'accord, du vert pour dire je suis OK. Et on va d'abord donner la clarification et on ne va débattre que quand on sera parfaitement clair et que tout le monde aura compris. Déjà, c'est un premier point. Et ensuite, on écoute les propositions, on améliore. Vous allez finir à l'éducation nationale. Voilà. Et à la fin, les objections, c'est recevable seulement selon certains critères. On différencie la préférence d'une objection. Et tout ce qui est préférence, genre mon chemin c'est le meilleur, ouais, mais il y a plusieurs chemins possibles. Ça, on coupe court à tout ça. Et quand l'objection est recevable,
on l'écoute et on la traite systématiquement. Et toutes les objections sont traitées et on y arrive. Et donc à la fin, on n'a que des cartons verts sur toutes les propositions. Eh ben, moi je trouve ça génial pour les dîners de Noël, comme ça on s'engueulera plus. Ce sera formidable, merci beaucoup. Avec les cartons dans les poches. Alors après, il y a un cadre, l'animateur pose la bienveillance, évidemment, l'authenticité, et on est là pour vérifier que chacun puisse être vraiment authentique parce qu'il est en confiance et il sait que personne ne va le rabrouer ou le juger. Merci. Moi pour Noël, j'avais une blague. Vous savez que le Père Noël est passé à l'électrique ? Ah bon ? Ah oui. Nouveau ça. Et juste rappeler votre site internet pour les dons avant Noël, avant la fin d'année. lesdécarbonautes.fr, et on fait la collecte sur Hello Asso. Si chacun des auditeurs, juste une partie, nous donnait un peu d'argent, on pourrait expérimenter au niveau national. Vous en avez envie, j'espère, de ce que je viens de vous donner. Maintenant, ça dépend de vous. On a besoin de vous. On peut pas faire sans vous. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Même si c'est sans argent, on a besoin de monde. Et là, c'est la période de dons. Ça va décider de ce qu'on pourra faire l'année prochaine. On a envie d'organiser avec les parlementaires cette assemblée de codécision. S'il vous plaît, donnez-nous les moyens. Alors, ça s'appelle les Décarbonautes. Bien entendu, on le mettra sur un peu partout sur nos réseaux sociaux. Et sinon, c'est Hello Asso. Merci beaucoup, Louis-Marie Blanchard, d'avoir été avec nous. Hello Asso, exactement. Dans un instant, notre invité sera avec nous, Thomas Endem, qui est de l'association Civipédia. Restez avec nous, on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Ça va Aurélie Gros et Stéphane Pellet ? Écoutez, très bien. C'est passionnant tout ça, j'ai envie de vous dire, c'est fou l'engagement, c'est fou les idées de se dire que finalement le terrain, on n'y pense pas assez, mais on devrait, parce que c'est quand même que là naissent, Stéphane, les idées les plus incroyables et puis et cadrées, c'est ça qui est dingue. Mais c'est surtout que ces gens-là, des fois pour certains, ont l'air un peu illuminés comme ça, mais pensez quand même à une chose, regardez comment l'Europe est en train de tourner un peu au vinaigre sur beaucoup de situations, on élit des jeux de plus en plus radicaux et on voit bien que c'est pas la porte de sortie, à un moment il y a une impasse, donc il faut que les gens se parlent à nouveau. Et je pense que ça fait la citoyenneté, c'est une des façons de se parler. Et tout de suite, la participation citoyenne peut rivaliser forcément, revitaliser la démocratie malgré l'abstention record des élections. On va en parler avec Thomas Endem qui est avec nous de l'association Civipédia. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, en parlant de jeux éliminés, c'est moi qui arrive, c'est ça ? Oui, c'est vous. Je fais ça. Ne vous inquiétez pas. Oui, bonjour et merci de me recevoir. Ça fait plaisir. On est très, très heureux de vous recevoir. On va écouter un son déjà. Je vous confirme ce matin que j'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie, en transmettant effectivement la totalité de vos propositions, à l'exception de 3 d'entre elles, les 3 jokers dont nous avions parlé en janvier, sur 149 sur lesquels justement je vais revenir. C'était bien effectivement Emmanuel Macron, je le dis maintenant parce que personne ne le reconnaîtrait. Aurélie Gros. C'est la soirée Emmanuel Macron, mais les sujets ça sont tourne autour des de ça, sujets forcément. qui tournent autour de lui, puisque ça fait quelques années maintenant que plusieurs personnes se battent pour que la participation citoyenne soit reconnue. Thomas Endem, on est ravis de le recevoir puisqu'il avait participé à la convention citoyenne organisée par Nantes Métropole. Il a rejoint le conseil de développement de Nantes Métropole. Et lui, il lutte pour des citoyens au service d'autres citoyens pour leur donner les moyens de participer directement au processus de transition écologique et sociétale dans leur territoire de vie. On vient de parler à l'instant d'engagement citoyen dans la transition écologique. Et vous, Thomas, vous allez plus loin, vous parlez de citoyens ressources. Alors racontez-nous un peu Civipédia, c'est quoi, c'est né comment et ça va aller jusqu'à où ? Loin, j'espère. Très loin, dans le monde entier. Oui, on espère aussi, mais on espère que c'est exactement ce que vous disiez juste avant. Ce sont des démarches qui sont connectées les unes aux autres, parce qu'on connaît Louis-Marie, son travail est super, il avait fait avant les citoyens pour le renouveau démocratique, et on a suivi tout ça. En fait, l'histoire de Civipédia vient de conventions citoyennes. Alors, j'avais parlé de la première nationale qui est celle pour le climat. Il y en a eu des locales, il y a eu celle sur la fin de vie, il y a maintenant les étudiants qui font une convention super sur l'hydrogène. Et après, en se réunissant, c'était juin de l'année dernière, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut continuer à être utile ? Alors, soit on faisait un truc par nous-mêmes, mais à l'origine, on a plutôt recherché des projets qu'on pouvait aider et accélérer. Et en fait, on s'est rendu compte que les projets pour les transitions écologiques et sociétales
eh bien, ils étaient souvent centrés sur certains territoires, certains thèmes, et puis des fois avec des cultures très fortes qui faisaient que les gens n'arrivaient pas à se parler ou à travailler ensemble. Il y en a qui disaient « Ah, t'es trop à gauche, t'es trop écolo, t'es trop à droite », enfin des trucs dans le genre. Et on s'est dit « Ok, et ben de ça, ce qui va manquer, ce sont des gens qui font un peu le ciment entre les pierres. » Oui, parce que vous êtes non partisan. Il n'y a pas de parti politique. Vous vous fichez de savoir si les gens sont à droite, à gauche, au centre, vert, pas vert, au carré ou au cube. Vous prenez tous les citoyens et vous avez une méthode en fin de compte pour les faire participer. Alors, la première méthode, c'est la sensibilisation aux enjeux, c'est comprendre l'enjeu. On a parlé du carbone juste avant, donc ça veut dire quoi ? Si vous prenez le texte de la Convention citoyenne pour le climat, c'était plus de 450 pages. Donc c'est compliqué, c'est pas forcément accessible. Donc comment est-ce qu'on fait pour que les gens puissent avoir accès à l'information, la comprendre? Ensuite, c'est la comprendre dans son territoire, donc c'est avoir les données pour savoir, mais en bas de chez moi, ça veut dire quoi ce truc-là? Et puis maintenant que je me suis rendu compte que il faudrait peut-être qu'on bouge, je m'inspire de quoi? Et donc notre message, il est simple, de dire, vous savez, il y a quelque part dans le monde des gens qui ont fait un truc super qui va pouvoir vous inspirer. Et donc là-dessus, ça c'est le premier truc, la sensibilisation. Et le deuxième, c'est on y va. Mais quand on y va, nous, on continue, on écoute les citoyens dans les territoires. Alors, c'est pas moi qui me divise en plein de petits Thomas et d'autres qui font la même chose. C'est en fait, vous avez des citoyens qui parlent, donc il faut les écouter, il faut se connecter à des collectifs ceux que je citais au départ, qui font le travail. Cet après-midi, j'étais dans une zone zéro chômage, zéro chômeur longue durée. C'est super, il y a des gens qui font un travail qui est remarquable. Il faut écouter et il y a des trucs qui leur manquent. Et nous, on va ensuite chercher les moyens. Et puis alors, on prend un peu de méthodologie qui va venir de ce qu'utilise Louis-Marie, mais enfin plein d'autres collectifs, pour faire qu'on travaille ensemble et qu'on se tape pas dessus. Et puis, ce que nous faisons derrière, et c'est là où on s'ajoute à l'initiative des décarbonautes, c'est que les décarbonautes, ce sont des faiseurs. Il y a des donneurs d'ordre, mais derrière, les citoyens, ils se disent, mais quand on va faire les résultats de ça, en fait, tout le monde va être ouais, c'est super ce qu'on a fait. Mais comment est-ce qu'on évalue vraiment? Et puis on apprend et on met en commun. Ça, c'est notre travail. C'est vraiment de créer un cadre de confiance dans lequel on évalue avec des critères les plus objectifs possibles et expliquer aux citoyens et co-construire avec les citoyens pour se dire ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Et puis ensuite, il faut que les citoyens ont compris. Voilà, ça on vous entend. Oui. Est-ce que quand les citoyens ils ont compris tous ces mécanismes pour travailler ensemble sans se taper dessus et comment évaluer ce qui avance, il ne faut plus là, ce qu'on appelle la participation citoyenne qui paraît un truc un peu éloigné, démocratie délibérative, enfin tous ces grands termes, ça, c'est devenu concret pour eux. Et maintenant, ils co-construisent à l'échelle de leur territoire. Parce que ce qui est important de savoir, c'est de se dire, Thomas Ndem, c'est que finalement, les citoyens, ils ont besoin de s'exprimer. Ils ont besoin de raconter, en tout cas, leur quotidien et de voir du changement, forcément. Complètement. Alors c'est pour ça qu'avec Aurélie, on a parlé plus tôt quand on a faisait la préparation de mon intervention, on a parlé de citoyen ressources. En fait, le citoyen ressources, c'est comme ça qu'on l'appelle à Nantes, mais c'est le citoyen partenaire qui correspond à ce qu'on fait depuis 40 ans en santé, qui s'appelle le patient partenaire. C'est valoriser les savoirs expérientiels du patient en santé, mais là du citoyen. Les citoyens font des choses tous les jours, ils ont des trucs à nous raconter. Et tout ce qu'on dit, c'est écoutons-les. Et puis, faisons en sorte que les services des villes, les élus puissent travailler avec eux. Ça veut dire qu'il faut les encapaciter. C'est reconnaître les acquis, enfin, ce qu'ils savent faire. C'est leur donner des moyens, parce que c'est un peu gentil le bénévolat, mais ça ressemble un petit peu au discours qu'on avait sur les femmes en santé quand les bonnes sœurs sont devenues des infirmières. On dit, mais non, mais c'est une passion, c'est un engagement, donc c'est un peu gratuit ou c'est très mal payé. Non. Ouais. Parce que sinon, ça ne tient pas, c'est pas pérenne, et puis on méprise les gens. Il y a quand même beaucoup de gens qui apportent énormément à nos sociétés qui sont en souffrance. Vous formez les citoyens pour qu'ils puissent être à un niveau égal des personnes qu'ils ont en face, avec qui ils vont devoir discuter dans des phases de concertation ou de co-construction. Alors, on tire des fils, on leur donne les moyens, c'est-à-dire d'une part, on les écoute, donc respect. Deux, on leur dit, mais vous savez ce que vous faites, il y a des gens qui le font à côté, voilà comment vous renforcer. Et puis, on va chercher des personnes qui ont envie de financer tout ça, parce que ils voient de la valeur, ils voient de l'intérêt. Je vous donne un exemple, les mutuelles, par exemple, elles ont un intérêt tout simple, c'est à faire en sorte que les gens soient en bonne santé. Parce que quand vous êtes en bonne santé, vous continuez de payer votre mutuelle, mais en même temps, la mutuelle, elle rembourse moins. C'est comme les assurances. Voilà.
Oui, c'est le même modèle. Et en plus, les mutuelles, elles ont cette volonté à leur origine d'avoir une action sociale. Donc, elles sont encore plus ouvertes à cette question-là. Donc, les premiers partenaires que nous avons, c'est des gens comme Harmonie Mutuelle, le groupe Vive, c'est la plus grosse mutuelle de France, ou des gens comme AG2R, et puis maintenant encore d'autres acteurs qui rentrent dans la danse et qui disent, OK, sur ce territoire-là, moi, je veux bien vous aider à vous financer telle action. Et quand on tire le fil encore, on arrive avec une action qui nous ramène des enseignements que l'on partage, qui inspire d'autres personnes, etc. etc. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'une action concrète pour qu'on comprenne bien sur un sujet, par exemple? Ouais, bien sûr. Là, on est en train de travailler sur un truc. Vous avez le plus simple, oui, un composteur. Il y a l'obligation d'avoir des composteurs le 1er janvier 2024. Donc, il y a un composteur qui est financé par Harmonie Mutuelle qui va se mettre en place directement dans le centre de Nantes, dans un endroit qui s'appelle l'île de Nantes. Et puis, il se trouve qu'il y avait des étudiants qui n'avaient pas accès aussi à une nourriture de qualité pour des prix qu'ils pouvaient se permettre. Donc, d'un seul coup, l'alimentation, c'est une question qui intéressait Harmonie Mutuelle. La question du traitement des déchets, ça intéressait des restaurateurs. On a commencé à faire les liens. Et là, on avait en plus des exemples inspirants dans d'autres secteurs de Nantes. On a réussi à rassembler tout le monde et on va pouvoir monter avec l'école de design de l'Université de Nantes un programme dès 2024 qui va permettre à des étudiants d'avoir des plateaux à 1 euro avec en plus tout recyclé et puis plein d'expérimentations qui vont se passer. C'est tout ça. Oui. Voilà, et c'est un modèle qu'on peut démultiplier un petit peu partout en France. À Nantes, après. à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, à Brest. Ce qui est montré là, je trouve, qui est assez génial, c'est qu'en effet, donc, deux intérêts qui peuvent paraître à un moment contradictoires vont s'allier et va déboucher vers une solution. Et souvent, on n'arrive pas à ça au plan national. Tout à l'heure, on discutait de décarbonation. Est-ce que vous savez, je crois qu'il y a de l'ordre d'une trentaine de lois dont les décrets d'application, dans ce secteur simplement, ne sont toujours pas pris, parce que notre système français est tellement hyper administré, qu'on a peut-être réussi à faire prendre une décision au niveau national, mais que pour l'instant, elles ne sont pas appliquées, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la façon de les appliquer, compte tenu des intérêts contradictoires, d'un côté les marques de voitures, de l'autre côté, etc. Oui. Et c'est ça les lobbyistes, comme on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est ça qui est montré, je trouve, qui est assez génial, Thomas. Merci beaucoup. Je voudrais vous signaler un petit truc aussi. On va travailler sur l'année prochaine sur 4 actions de santé, une par trimestre. Fin de vie, éducation affective, relationnelle et sexuelle, dérèglement climatique, santé et puis santé mentale. Mais en fait, on met en avant, vous avez des expérimentations qui existent en santé qui n'arrivent pas à être mises à disposition des citoyens, qui n'arrivent pas à les connaître parce que les mondes sont clivés. Et donc, on va connecter les problématiques accès aux soins palliatifs, par exemple, avec des solutions et mettre ça en face des gens pour qu'ils se disent, OK, dans mon territoire, avant même que la loi change, on peut commencer dans le cadre actuel à mettre des choses en place. Et il y en a plein des trucs comme ça à faire. Donc, voilà, c'est super ce que vous faites pour mettre en avant les décarbonautes, nous, et plein d'autres. Est-ce que vous êtes soutenu par les pouvoirs publics ? Oui et non, c'est-à-dire qu'on ne va pas les voir en premier parce que c'est toujours un petit peu compliqué, c'est ce que vous soulignez, c'est qu'à chaque fois, dans quel cadre vous rentrez. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait démarrer le train, et puis quand le train il est parti, ils se disent « Ah bah mince quand même, il faudrait qu'on soit dedans ouais. ». Et c'est pas les insulter, mais c'est juste qu'en fait, ils ont un logiciel qui est un peu différent d'une autre, c'est que nous, on est sur problème, solution. Ouais. Le reste, on s'en moque. Et une fois que c'est parti, on raccroche les trucs pour que ça marche aussi pour les pouvoirs publics, les services, les élus, etc. Et Thomas Endem, forcément un peu de sous, des dons, peut-être ? Ah ben oui. Ah bah oui. C'est marrant, on n'a jamais fait... non. Ah ouais. Bah oui. Non, mais vous pouvez, mais en fait, on n'a pas voulu au début même se structurer parce qu'on voulait pas faire de la danse du ventre un programme de séduction sans savoir qu'on apportait un truc réel. Ouais. Donc on a fait 12 mois d'expérimentation. Et puis maintenant, si vous allez sur civipedia.org, eh bien, vous pouvez appuyer sur le petit bouton pour nous aider. Et puis, il y a un autre petit bouton qui va s'ajouter normalement demain, où vous allez pouvoir rejoindre le collectif. Alors, chez nous, il n'y a pas de... Alors, vous pouvez aussi nous donner de l'argent pour rejoindre le collectif, mais c'est pas obligatoire. Tout ce qu'on veut, c'est que vous passez de l'autre côté du décor et puis vous puissiez travailler avec nous, vous connecter à d'autres. Et si vous avez même des questions pour votre projet et avancer, parce que vous dites merde... Enfin, pardon, excusez-moi, mince. Où je vais. Et bien, voilà, on est là pour aider, faire que ça avance.
Merci beaucoup Thomas Ndem d'avoir été avec nous. Association, ça s'appelle civipedia.org. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et dans un instant un joli coup de cœur forcément sur La Belle Étincelle. C'est finalement un restaurant en plein Paris qui vous servira une cuisine française authentique et gourmande. Ils sont en difficulté, on va essayer de leur donner un coup de main. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et avec nos deux cofondateurs du G500, parler des associations, bien entendu, qui travaillent au quotidien, c'est bien. Mais il y a aussi des coups de main qu'on a envie de donner, parce que certains ont plus de difficultés que d'autres, et forcément des associations qui méritent vraiment. Ça s'appelle La Belle Étincelle. Avec nous, Fabrice Goldstein. Bonsoir, merci d'être avec nous. Stéphane et Aurélie, forcément, La Belle Étincelle, c'est une aventure incroyable. Et c'est une aventure incroyable. C'est un restaurant qui emploie une majorité de personnes en situation de handicap. Oui. Et c'est assez exceptionnel. Et aujourd'hui, hélas, ils sont en très, très, très grande difficulté, puisqu'ils recherchent 250 000 € pour continuer à briller. Et ils ont mis une cagnotte en ligne de 80 000 €. Et c'est vrai qu'on a envie de les aider, parce que c'est des initiatives qui donnent chaud au cœur, déjà, première chose. On parle d'inclusion à longueur de temps. Voilà du résultat fait sur le terrain. C'est des gens qui ont envie que ça fonctionne, et on ne peut pas les laisser dans ces difficultés-là. Bonjour. Bonsoir. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de La Belle Étincelle, déjà, et ce qui vous arrive. La Belle Étincelle, c'est un restaurant qui a été créé il y a 3 ans. Mon fils, pour vous dire, moi je suis père d'un des 8 équipiers dont vous parliez tout à l'heure. Il est exceptionnel, ce restaurant, parce que effectivement, les 8 jeunes avec porteurs de handicap qui travaillent dans le restaurant, ils sont là depuis le début, ils n'ont pas bougé. Je pense que c'est le seul restaurant, comme les autres restaurants inclusifs, qui ont aussi peu de rotation dans leur personnel. Ils sont très motivés, ils arrivent tous les matins avec 1 heure d'avance. Il y a quelque chose d'assez génial. Et ce qui nous arrive, c'est en fait, il y a 1 mois et demi, l'association qui gérait à l'époque le restaurant nous convoque parents d'équipiers, puis nous dit le restaurant va fermer, il y a trop de dettes, on arrête tout. Et là, nous on s'est dit c'est pas possible, quoi. En plus, il faut se dire que nos enfants ils se projettent dans la continuité. C'est très très dur pour les troubles autistiques, pareil particulièrement, mais aussi les autres qui sont porteurs de trisomie 21, d'imaginer comme ça une rupture aussi violente, des choses qui s'arrêtent. Et votre histoire est une belle histoire. Il y a même la télé qui en a parlé avec M6. Ouais. Alors moi je suis pour vous dire, moi je suis producteur de cinéma au départ, beaucoup de films pour le cinéma. Et puis effectivement, à un moment, je me suis dit, tiens, comment je peux aider le resto? Et un scénariste m'a dit, l'histoire, elle est belle, on peut peut-être faire une fiction avec ça. Et effectivement, on a réussi à convaincre M6 de faire une fiction qui a bien marché. En plus, on a une super audience, on était très contents. Donc en fait, on était dans une période idyllique quand le film est passé. C'est ça qui était complètement surréaliste. Le 5 octobre, le film passe, on voit que ça... Le restaurant ne désemplit pas, quoi. C'est ça aussi. Le midi, on est tout le temps complet. Et on se dit, c'est génial. Et puis là, quelques semaines plus tard, on se prend ça dans c'était violent. Mais les difficultés viennent de quoi, en fait, aujourd'hui? Alors, je pense qu'au départ, l'association qui gérait ce restaurant, elle n'a pas imaginé qu'un restaurant comme ça, il sera jamais complètement rentable. Même s'il est plein, il a un coût de fonctionnement qui est élevé. Il faut se dire qu'on est sur... il y a quand même 12 personnes qui travaillent au restaurant, qui fait une 60aine de couverts au maximum, on va dire 50 couverts. Donc 12 personnes qui travaillent, c'est trop, parce qu'il y a 4 encadrants permanents, plus les 8 jeunes équipiers, qui peuvent pas faire les mêmes horaires que les autres, qui ont besoin d'être plus assistés. Il y a une psychologue, il y a plein... en fait, le restaurant s'adapte beaucoup, et moi je trouve ça formidable. Mais à un moment, le monde du travail se dit, il faut que je m'adapte au handicap des jeunes que je veux intégrer. Puis les gens qui viennent dans le restaurant, ils vivent une expérience, je pense, différente. Donc, je trouve que c'est bénéfique pour la société, c'est bénéfique pour les jeunes qui travaillent parce qu'ils s'épanouissent incroyablement. Mais tout ça, ça a un coût. C'est pas complètement évident de trouver une rentabilité. Et puis, un truc qui s'ajoute à ça, c'est que le restaurant est ouvert en plein Covid et on se traîne un PGE, un prêt garanti. Ah bah oui, c'est ça. D'accord. Okay. Voilà, donc on a une grosse dette qu'il faut rembourser tous les mois. Moi, j'ai été voir, on a plutôt une écoute attentive du gouvernement, mais on n'arrive pas pour l'instant à décaler ces paiements-là.
On n'a pas encore créé le précédent là-dessus. Enfin voilà, on est un peu... tout ça, c'est dur. Après, je dois dire que depuis qu'on a lancé un appel à l'aide, on est très heureux de voir que ça réagit, qu'il y a une bonne réaction. Réagit. Par exemple, là, ce que vous faites ce soir, c'est formidable. On a vu que la cagnotte, qu'on a lancée, effectivement, les gens y répondaient favorablement. On va en parler tout de suite d'ailleurs de cette cagnotte. Voilà. C'est le moment d'en parler. Dites-nous, allez-y. C'est très simple. Il faut aller sur Hello Asso. Oui. H-E-2-L-O Asso, A-2-S-O. Et vous tapez La Belle Étincelle en moteur de recherche sur Hello Asso. Vous arriverez sur Aidez-nous à faire briller la belle étincelle, je crois que c'est ça le nom. La belle étincelle, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, c'est un don. Vous savez, il y a en fait, en gros, il vous coûte 1/3 de ce que vous donnez, parce que comme on est une association loi 1901, derrière, vous aurez un crédit d'impôt sur votre... Oui, il y a une petite défiscale. Voilà, 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises. Après, ce qui est important, c'est même 1 euro, même 5 euros. Voilà, ça peut. Si on est nombreux à vous soutenir, forcément, ça peut aller très 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 vite. Et c'est vrai qu'à Sud Radio, on a pas mal d'auditeurs qui sont très engagés aussi. Importance aussi d'aller au resto, parce qu'il faut qu'il soit complet ce resto. C'était mon intervention du soir. Je voulais vous dire que pour vous aider, on peut aussi dire velouté de butternut et copeaux de foie gras, panquet de saumon fumé aux légumes croquants, filet de bar bien sûr avec les patates douces, et surtout rôti de chapon farci aux pleurotes et foie gras écrasé de pommes de terre à l'huile de truffe. Donc ça, franchement, c'est un argument. Et tout ça à un prix relativement modeste, il faut bien le dire. Donc franchement, ça donne envie de venir vous voir. Ça, c'était les menus du 11 au 22 décembre. Et dans une semaine, c'est Noël. Oui. Et là, ça va être les plats de Noël. Cette mobilisation aujourd'hui, est-ce que il y a des choses qui sont prévues? Est-ce que M6 va vous aider de nouveau? On en est où là? Alors M6, parce que nous, tous les lundis, on en parle, c'est aucun problème. C'est super. Nous, tous les lundis, on vous fait une petite pub, on vous prend 2 minutes au téléphone, on en est où de cette cagnotte et on envoie. Avec grand plaisir, génial. On prend le pari, les amis. On prend le pari, on le fait, c'est dit. Donc tous les lundis, vous êtes avec nous. Et tous les lundis, on vous fait 2 minutes en disant on en est où de la cagnotte, et je peux vous assurer qu'on va aller jusqu'au bout, ça c'est sûr. Ça s'appelle La Belle Étincelle. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous. Goldstein, d'avoir été avec nous. Vous embrassez tous les petits équipiers de notre part. Ce soir, je vais déjà transmettre à mon fils. Et puis, je transmettrai à tous les autres, 7 autres là, qui sont super. Et puis, à tous qui sont dans le cadre, parce qu'ils font un sacré boulot aussi. Alors, on vous rappelle, ça s'appelle Hello Asso, H-E-2-L-O-A-2-S-O. Et vous allez sur La Belle Étincelle, même 1 euro, même 3 euros. Voilà, ce sera en tout cas pour aider cette belle aventure, parce que c'est une très très belle aventure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on vous retrouve, et on a dit, là on va partir en vacances, mais à partir de janvier, tous les lundis vous êtes avec nous. Génial. Ok. Allez, on se tape dans la main, on vous souhaite de très belles fêtes et on va vous soutenir. Bonne fête à vous aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie Gros, merci beaucoup Stéphane Pellet. Merci pour cette belle demi-saison. Belle année nous avons passé. Voilà, c'est ça, 2023 c'était canon avec vous. Un joyeux Noël. Oui. Un noyeux Joël. Je pense que c'est le temps de partir en vacances. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, cofondateur du G500. Nous on se retrouve demain à 17h. Absolument. Avec cette formidable équipe. Mais tout de suite, Sud Radio à votre service, et à 20h02, juste après le flash, les essentiels de Sud Radio. Passez une belle soirée. Merci. Salut, à demain.